Bonsoir, bienvenue sur ce débat organisé par la Fédération des entreprises de l'eau. Je suis ravie de vous accueillir sur cette table ronde qui va être consacrée ce soir au sujet PFAS, pesticides, comment accompagner les collectivités et informer les usagers. Alors en France, on n'a jamais autant scruté l'eau. L'eau du robinet, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé de France, avec 18 millions de contrôles par an qui sont en hausse de 30% depuis 10 ans. Aujourd'hui, on détecte mieux les polluants dans l'eau grâce à des outils d'analyse qui sont plus poussés. Et la réglementation évolue, tirée par l'Union européenne, qui fait office de locomotive, qu'il s'agisse de mieux surveiller l'eau potable ou les eaux usées. Mais les études se multiplient pour évaluer la pollution des nappes phréatiques aux métabolites de pesticides, ces résidus persistants qui menacent la qualité des ressources en eau. Dans le même temps, les PFAS, qui sont des polluants industriels qui sont utilisés depuis les années 50, font la une de l'actualité. Et du côté des Outre-mer, le chlordécone, qui est un pesticide cancérigène utilisé dans les bananeraies jusqu'aux années 90, a contaminé durablement les eaux et les habitants réclament réparation. Dans ce contexte, comment accompagner les collectivités et informer les usagers? C'est ce dont nous allons parler avec nos intervenants. Donc, j'ai le plaisir ce soir de donner la parole à Estelle Grelier, présidente de la Fédération des entreprises de l'eau, à Luc Traiano, premier vice-président du CEDIF, maire depuis près de 30 ans de Soisy-sous-Montmorency, à Anne Ducrest, présidente de la commission scientifique et technique de la FP2E, et à Nathalie Davoine, responsable du département opinion du Centre d'information sur l'eau. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Estelle Grelier, première question. Quels sont aujourd'hui les enjeux autour de la qualité de l'eau? On parle d'accompagner les collectivités et d'informer les usagers. Au fond, quel est le débat aujourd'hui? Déjà, débat que je remercie la Fédération d'avoir souhaité, en particulier son ancien président, il était là tout à l'heure. Il est là, voilà, il est Arnaud Bazir. Donc l'idée, c'était de se dire, au fond, comment on accompagne les collectivités dans un environnement à la fois technique qui bouge. Tu as cité les résidus de pesticides. Ce qu'on voit, c'est que les différentes inspections ont quand même signalé la dégradation de la qualité de l'eau à la fois dans les nappes et les captages. Donc nous, on dit toujours à la FP2E, je pense que c'est partagé par l'intégralité des entreprises, ce sera précisé par Anne tout à l'heure, qu'on marche sur deux pieds, la prévention. Donc on est tout à fait favorable à tous les dispositifs, en particulier intégrés de protection de la ressource, et ça commence par la protection des captages, et qu'une fois que la ressource est polluée, les entreprises de l'eau disposent d'un panel de solutions technologiques pour les traiter, tout en sachant qu'on les découvre aussi de plus en plus parce qu'on les cherche, et c'est bien, de plus en plus. Et notre dernier sujet, et je serai brève, c'est de dire après comment on redonne finalement confiance dans l'usager final sur la qualité de l'eau qu'il boit depuis le robinet. Et ça, c'est un vrai sujet qui à la fois peut appeler un certain nombre de fantasmes qui sont des sujets très individuels et sur lesquels il faut plaider en tant que fédération. Merci beaucoup. Nathalie Davoine, vous êtes responsable du département opinion du Centre d'information sur l'eau. Alors, chaque année, depuis près de 23 ans, je crois, le centre réalise un baromètre approfondi qui s'appelle Les Français et l'eau avec l'Institut Kantar. Alors, quel regard les Français portent-ils aujourd'hui sur la qualité de l'eau du robinet? Au fond, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, pour commencer, lorsqu'on les interroge sur les sujets qui les intéressent autour de la qualité, autour de l'eau, pardon, c'est d'abord les sujets autour de la qualité qui retiennent leur attention, et ce, loin devant les sujets autour du prix, par exemple, ou encore des eaux usées. Alors, premier constat, 8 Français sur 10 font confiance dans l'eau du robinet, mais cet indicateur est en baisse avec 7 points d'écart sur la précédente édition. Donc en un an, on a perdu beaucoup de points. Donc on observe une baisse très nette, une dégradation de la confiance dans l'eau du robinet, même si le niveau reste élevé. Alors pourquoi ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette érosion de la confiance. 80% d'entre eux nous disent faire confiance à ces traitements, mais encore une fois,
une nouvelle baisse que l'on peut constater dans cette même édition. Alors, 66% en boivent, les 2/3, tous les jours ou presque. En comparatif, ils sont à peu près 48% à dire boire de l'eau en bouteille. Alors, pour expliquer le socle de cette confiance, Aurélie, 95%, c'est-à-dire l'unanimité des Français savent qu'il existe un process de contrôle et ils lui font confiance à l'unanimité. Ils savent, des normes existent, des contrôles existent. En revanche, ils sont un tout petit peu moins unanimes lorsqu'il s'agit de jauger la robustesse de ce process de contrôle. Et là encore, des baisses significatives sur ces deux indicateurs qui peuvent expliquer, en tout cas en partie, cette érosion de la confiance des Français en l'eau du robinet. Merci beaucoup. Anne Ducrest, vous êtes présidente de la commission scientifique et technique de la FP2E. On va parler ensemble perspectives et enjeux futurs. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux autour de la qualité de l'eau aujourd'hui, notamment à l'aune de l'évolution de la réglementation? Concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir traiter? Qu'est-ce qu'il faut traiter? Alors, les enjeux, effectivement, ils sont dans le cadre de cette confiance des consommateurs dans l'eau du robinet, avec ces nouveaux polluants qu'on voit apparaître. En premier lieu, parce qu'on sait les mesurer et parce qu'on a fait des gros progrès en termes de méthodes analytiques. Alors, je vais revenir sur l'évolution réglementaire parce qu'elle est assez fondamentale. Une norme qui nous vient de l'Europe, qui a été mise en œuvre depuis début 2023. Donc, suite à la directive eau potable. Suite à la directive eau potable sur les eaux destinées à la consommation humaine. Avec, je vais citer 3 points importants de cette nouvelle réglementation. La première, c'est que grâce aux évolutions analytiques, on a pu ajouter 7 nouveaux paramètres, dont les fameux 20 PFAS européens, qui sont des nouvelles réglementations. Le deuxième aspect, c'est que finalement, avec la transposition de la norme, on a bien ancré et bien affirmé le rôle de la collectivité en tant que personne responsable de la distribution de l'eau, qui est donc en charge du suivi de la qualité de l'eau, par opposition à l'habitude qu'on avait de donner ce rôle aux agences régionales de santé. Désormais, c'est clairement énoncé que les collectivités sont bien en charge du niveau 1 de suivi de la qualité de l'eau et le niveau 2 relève des agences régionales de santé. Ça a été réaffirmé récemment par une lettre que la Direction générale de la santé a adressée à la FP2E, mais aussi à l'AMF, à la FNCCR. Et elle rappelle effectivement, depuis le début de cette année, ce rôle important à prendre en compte par les collectivités. Et donc nos entreprises sont bien là en support des collectivités pour travailler sur ces sujets qu'il faut traiter dès la ressource, qu'il faut traiter par un suivi analytique important et puis par une traçabilité. Et le dernier point sur lequel je reviendrai, qui est effectivement l'information des consommateurs. Un des points importants, et c'est vraiment nécessaire, on parle de la ressource. Nous avons devant nous un autre enjeu qui a été rappelé par la DGS, qui est le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, les PGSSE, pour travailler d'ici juillet 27 sur la ressource et d'ici janvier 29 sur la production et la distribution de l'eau. Une analyse de risque qui permet, en s'appuyant aussi sur toutes ces mesures de paramètres, d'accompagner les collectivités pour anticiper et préparer les questions de qualité de l'eau. Et donc le troisième élément extrêmement important de l'évolution réglementaire, c'est justement cette information des consommateurs, puisque a été réaffirmée en droit français la nécessité d'informer les consommateurs dès qu'une non-conformité par rapport aux normes a été énoncée. Et donc c'est vraiment un rôle extrêmement important. Alors la bonne nouvelle derrière tout cela, c'est que les solutions existent, elles ont été développées par nos entreprises. Des solutions pour accompagner, certes, au niveau de la ressource, pour accompagner aussi sur les traitements, où là, il est extrêmement important d'avoir un traitement très adapté à la situation. Il n'y a pas une solution unique, il y a le bon traitement au bon endroit en fonction des multiples ou des polluants qu'on rencontre. Ce n'est pas la même chose de traiter un seul polluant sur une ressource relativement limitée et de traiter de nombreux polluants sur une ressource qui draine très largement. Et on aura un exemple juste après. Et donc ces solutions, elles sont vastes, elles sont développées, elles sont améliorées en permanence par nos entreprises. Elles vont sur les... Alors si on parle PFAS et pesticides, elles vont aller de l'utilisation de charbon actif jusqu'aux solutions membranaires et solutions membranaires poussées,
tels qu'on peut avoir. Et à nouveau, l'enjeu, c'est de trouver la bonne technologie adaptée aux pollutions qu'on doit traiter, et puis de bien l'exploiter, parce que la technologie, elle ne se gère pas toute seule. Et c'est aussi le travail au quotidien des hommes et des femmes de nos entreprises qui accompagnent. Et je rappelle qu'on représente quand même 28 000 collaborateurs en France qui sont vraiment au service des collectivités et des consommateurs pour avoir une qualité de l'eau irréprochable. Voilà. Et donc on a aussi tout un travail, et nos entreprises travaillent aussi sur l'anticipation pour repérer, se préparer aux nouveaux polluants, travailler sur les méthodes analytiques qui sont absolument nécessaires et sur les différents types de traitements. Qu'on comprend en anticipation de la réglementation, de son évolution. Les entreprises, évidemment, travaillent sur ces sujets, n'attendent pas que la réglementation évolue pour proposer des solutions aux collectivités. Merci beaucoup, Anne. Et puis, les précisions que tu as apportées au début sont particulièrement intéressantes, puisqu'on est dans un salon des maires et des collectivités locales. Savoir quelle est exactement la responsabilité de la collectivité, et telle qu'elle a été réaffirmée par la directive eau potable, c'est important. Luc Straiano, vous êtes premier vice-président du CEDIF. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes maire de Soisy, président de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre collectivité en matière d'eau potable et pourquoi? Quelles sont les spécificités sur votre territoire, sachant que vous n'êtes pas très très loin de la porte de Versailles? Vous êtes au voisin. Alors, si je me concentre sur la plus belle commune de France, bien sûr, celle dont j'ai la chance d'être le maire, ce que reproche... alors nous, on est un peu mieux. On a pratiquement 25% seulement de la population qui boit de l'eau en bouteille. 75% dans les différentes enquêtes que mène le CEDIF auprès des usagers boivent l'eau du robinet. C'est un capital. Et donc, ce qu'il reproche aujourd'hui, c'est le calcaire et le goût de chlore. Ils ne sont pas comme les Nord-Américains qui doivent être asphyxiés par les vapeurs de chlore quand ils prennent leur bain, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, on voit, vous l'avez dit dans votre introduction, alors que l'eau est le produit le plus contrôlé, par exemple, le syndicat des eaux d'Île-de-France, premier producteur d'eau en France, avec un peu plus de 4 millions de personnes desservies, procède à 400 000 analyses par an, 1100 par jour. C'est le produit alimentaire sûrement le plus contrôlé. Et on voit avec justement ce dont vous venez de parler, les micropolluants, les PFAS, ces polluants éternels, etc., un mouvement de défiance. Et on voit qu'aujourd'hui, on est un peu plus méfiant, alors que cette ressource doit justement donner confiance. Alors, ça a été évoqué, je veux dire, vous savez, le CEDIF a toujours été en avance, précurseur. Vous savez. On a été les premiers à faire le traitement aux ultraviolets, on s'est naturellement fait critiquer. On a fait le traitement à l'ozone, on s'est fait critiquer. Aujourd'hui, vous pouvez en témoigner, les traitements aux ultraviolets et à l'ozone dans la potabilisation de l'eau sont monnaie courante. D'ailleurs, on compte plus les traitements qui n'en comportent pas que les traitements qui en comportent. Et donc là, on sait, le problème émergent aujourd'hui, ce sont les micropolluants, les résidus médicamenteux, et puis ce qu'on appelle les PFAS, les polluants éternels, parce que il ne faut pas opposer le curatif et le préventif. Il y a des pesticides qui ont été interdits il y a un quart de siècle, et on trouve encore des métabolites de ces pesticides dans l'eau, et en quantité pratiquement toujours aussi importante. Donc il ne faut pas opposer les deux, il faut faire les deux. Et donc nous nous sommes appliqués, et comme vous l'avez dit, en fonction des deux rivières et du fleuve qui alimentent nos usines, parce que bon, l'égoïsme parisien n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez que Louis XIV d'abord, Napoléon III a été piqué toutes les sources jusqu'à 150 km de Paris pour nous laisser la Seine, la Marne et l'Oise. 98% de nos ressources. Donc on a été forcé on a été innovant par nécessité. Et là, nous le sommes encore, avec un procédé par filtration membranaire poussée, qui va permettre, avec une combinaison de nanofiltration, et puis on va aller jusqu'à du -11, on combine ça intelligemment et habilement, à sortir une eau qui sera avec une dureté d'à peu près 10, donc qui va satisfaire pour la dureté et la calcaire, plus pure, parce qu'on va éliminer 95% des micropolluants, et c'est à notre connaissance la seule technique qui aujourd'hui permet d'éliminer autant de micropolluants dans l'eau.
Et puis aussi, d'ailleurs, nous pourrions nous passer de mettre du chlore tant la qualité de l'eau en sortie sera bonne. Donc c'est carton plein pour une eau plus pure, sans calcaire et sans chlore. Merci beaucoup. J'ai une question. Vous dites qu'on a toujours innové, on a toujours été en avance. Comment est-ce qu'on communique auprès de la population, justement? Parce qu'il faut à la fois préserver la confiance dans l'eau que l'on boit déjà. Si vous dites aux administrés, oh là là, il y a des risques, ça peut être compliqué. Et en même temps, il y a un accompagnement qui est dû au fait que ces investissements qu'il y a derrière, ils représentent évidemment un investissement sur l'avenir. Comment on communique à l'usager? Alors, vous avez pleinement raison. Première difficulté, qui est une grande difficulté, la différence entre les usagers et les abonnés. Puisque en habitat collectif, tout ça part dans les charges générales, le syndic fait ses règles de 3, plus ou moins. Et donc, il y a une difficulté de communication. Pour donner un chiffre, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 4 millions de personnes desservies en Île-de-France par le syndicat des eaux d'Île-de-France, 550 000 abonnés. Donc on est loin, si vous faites le coefficient 2,3, on est loin de couvrir directement par la facture d'eau, où on peut expliquer des choses, etc. On n'a pas encore des compteurs intelligents pour chaque appartement. Vous savez, il y a eu quelques expériences dans les copropriétés où on a mis des compteurs. Ça a encore compliqué les réunions de copropriété, parce que les compteurs sous-comptent quand ils vieillissent un peu, et donc après on se demande pourquoi il y a une facture. Et puis le coût de location du compteur, apporte une augmentation du prix de l'eau. Et quand on compare la répartition par millième en copropriété ou la répartition avec les compteurs d'eau, moi par exemple, mon appartement, il faudrait que je mette 4 compteurs. 2 pour la chaude, 2 pour la froide, parce que ça devient compliqué. Et là, vous avez vraiment un surcoût sur la distribution de l'eau. Donc il faut... Alors, il y a effectivement, pour cette très belle opération, comme on l'avait fait pour la nanofiltration il y a 25 ans déjà, à Méry-sur-Oise, il y a toutes les campagnes de communication classique. Puis je vais vous dire un secret. La meilleure pénétration qu'on peut avoir sur le public, c'est les CM1, CM2. Et donc, on s'applique de longue date à fournir les enseignants mallettes pédagogiques pour qu'ils leur expliquent l'eau, etc., etc. Parce que, vous savez bien, plus petits, ils disent rien à la maison, pas trop. Quand ils sont au collège, ils savent tout. Ils n'écoutent rien. Mais CM1, CM2, ils sont à la maison, ils parlent aux parents, ils disent ce que tu fais, c'est pas bien, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, etc. Et donc, on a toujours beaucoup investi sur la communication vers les 8, 9, 10 ans. La pédagogie près des petits pour convaincre les grands et puis aussi pour informer les petits de la qualité d'eau dont ils disposeront plus tard. Merci beaucoup. On l'a vu, les solutions existent, les collectivités peuvent agir. Et être du côté des solutions, c'est garantir la transparence dont Anne Ducrest a parlé, qu'attendent les usagers. L'ensemble des collectivités y veillent, ainsi qu'évidemment on respecte la réglementation. Alors je voulais faire un petit coup de projecteur sur un outil qui est lancé aujourd'hui par le Centre d'information sur l'eau. Sébastien est devant l'écran, ça ne va pas du tout ça. Merci Sébastien. Alors aujourd'hui, le Centre d'information sur l'eau lance un nouveau dispositif qui s'appelle Eau chez moi. Facile à comprendre, c'est concrètement quelle est la qualité de l'eau du robinet à mon domicile ou au domicile de mes proches. Donc je voulais laisser à Nathalie Davoine le soin de nous présenter ce nouvel outil. Déjà, pourquoi avoir inventé cet outil de mise à disposition des informations sur la qualité de l'eau du robinet pour les usagers, pour tous les usagers? Alors on l'a vu, les questions sur la qualité de l'eau du robinet sont très prégnantes dans l'opinion et très importantes, et consistent, et en tout cas font partie des solutions que l'on peut apporter en réponse aux consommateurs. Alors nous, notre ambition au Centre d'information sur l'eau, c'était de mettre en place un outil, mais un outil simple, facile, qui permette d'accéder très rapidement à cette information, et une ambition qui est complètement en phase en fait avec, on l'a cité tout à l'heure, la directive 2020 sur l'eau potable, qui, il faut le savoir, invite à une communication conviviale sur l'eau. Alors, Eau chez moi, donc, vous vous êtes sans doute demandé ce que contenait votre eau du robinet.
eh bien, en un clic, vous saurez à la fois sa composition minérale, mais également sa qualité, et ce, partout en France, hexagonale et corse. Alors, on va découvrir tout de suite ce nouvel outil. Une page en fait d'entrée où vous pourrez accéder à la conformité bactériologique de votre eau. Et il suffit de renseigner tout simplement un code postal ou même le nom de votre commune, et nous ne vous demanderons que ça puisque nous ne collectons aucune donnée personnelle pour cet outil. Ensuite, on atterrit sur la conclusion des derniers prélèvements. Et vous arrivez sur une interface, donc à gauche de l'écran, vous avez la composition de l'eau du robinet telle que l'on peut la retrouver sur le contenu d'une étiquette d'eau en bouteille, et des informations sur les paramètres de qualité. Et petite spécificité de l'outil, c'est que vous retrouvez là la moyenne des 12 mois, mais pas que, puisque lorsque vous cliquez sur le petit bouton que j'indique à l'écran, vous pouvez avoir ces résultats mois par mois sur votre commune. Alors il y a des boutons d'information qui vous permettent d'accéder à la définition de chacun de ces paramètres, et en cas de dépassement, vous avez un code couleur qui vous est indiqué. Voilà. Donc il est disponible sur le site du Centre d'information sur l'eau. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous le présente aujourd'hui. Merci. J'ai quand même une petite question. D'où viennent ces données ? Bonne question. Ces données sont toutes issues de l'open data que l'on peut trouver, donc des données publiques qui sont publiées sur le site de la Direction générale de la santé. Donc ce sont les données des ARS qui remontent automatiquement. Donc si les données datent d'avant-hier, eh bien vous avez la publication des données d'avant-hier. Si elles datent d'il y a 3 semaines, eh bien elles sont publiées il y a 3 semaines. Et elles apparaissent de manière détaillée, avec donc un chiffre qui est une moyenne sur 12 mois, mais vous pouvez aussi consulter mois par mois la qualité de l'eau, la conformité de l'eau. Donc il s'agit d'un exemple qui contribue bien entendu, aux côtés de l'ensemble des outils qui sont mis en place par les collectivités, à garantir la transparence de la qualité de l'eau du robinet au travers d'un outil très simple, presque ludique. C'était notre ambition. Voilà, merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur Straiano pour conclure cette table ronde, et puis on prendra après des questions, et la présidente Estelle Grelier pourra reboucler, sauf si Anne a quelque chose à ajouter. Bon, écoutez, merci, quel honneur. Non, ce qu'il faut dire, c'est que l'eau, on le sait, hein, l'eau, c'est essentiel à la vie, c'est une banalité, c'est un produit de consommation. On est dans l'alimentaire, et ça fait l'objet d'une préoccupation. Et effectivement, cette défiance nouvelle, et les enquêtes que vous avez menées le montrent, elle vient que l'on plonge dans l'inconnu, avec ces nouveaux micropolluants, microplastiques, perturbateurs endocriniens, PFAS, que l'on ne connaît pas tous. Il y a Génération Future qui a sorti une enquête il y a 1 mois, et elle a dévoilé que 71% des métabolites de pesticides, seulement ceux-là, métabolites de pesticides à risque, n'ont fait l'objet d'aucun suivi. Bon. Et donc, je veux dire, effectivement, ça ne rassure pas. Là, ça rassure pas. Après, il n'est pas évident que l'eau en bouteille en soit préservée. Bon. Et les microplastiques dedans. Et puis, j'ai une chose, là, je voudrais conclure là-dessus, parce qu'il est un peu triste de voir qu'on boit encore beaucoup d'eau en bouteille, surtout quand on constate que les plus grands consommateurs d'eau en bouteille sont des personnes issues de pays où l'eau est de mauvaise qualité. Et donc, ils se méfient de l'eau du robinet, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir, comme on l'a en France, dans la plupart des communes, pas toutes, mais dans la plupart des communes, une eau de qualité, en abondance, en permanence. Et donc, il y a ce surcoût. Vous savez qu'une eau en bouteille, ça dépend de la marque que vous allez choisir, c'est entre 100 et 300 fois plus cher au litre que l'eau du robinet. Et on a regardé, parce que
méthode membranaire, naturellement, il faut pousser à travers des tout petits pores, donc il faut pousser avec de la pression, ça consomme de l'électricité, donc ça fait un surcoût pour un ménage de 2 à 3 euros par mois, mais on a calculé qu'on gagnait 50 à 60 euros net, compte tenu des économies sur les détergents, sur la longévité des équipements domestiques préservés du 4. En fait, ce dispositif, c'est comme lorsque vous mettiez un adoucisseur d'eau à l'entrée de votre pavillon. Et puis, si vous passez de l'eau en bouteille à l'eau du robinet, alors là, c'est bingo, vous gagnez 700, 800, 900 euros par mois. Et donc, on va essayer, même si nous n'avons aujourd'hui que 25% de nos consommateurs d'eau qui consomment de l'eau en bouteille, et probablement pas ceux qui ont le plus fort pouvoir d'achat, nous allons nous appliquer à expliquer que l'eau du robinet est de très bonne qualité. La plus économique, la plus écologique. Une eau pure, sans calcaire et peut-être sans chlore. Merci beaucoup. Anne, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais laisser la parole pour conclure à Estelle Grelier, et puis on va prendre les questions s'il y en a. Non, simplement dire, puisqu'on est au congrès des maires et des intercommunalités, que le rôle des collectivités, et il est extrêmement important, c'est de fournir de l'eau en quantité et en qualité suffisante, au juste prix, et que quand on se retourne sur chacun de ces 3 items, on s'aperçoit qu'ils détiennent tous beaucoup d'enjeux. Les enjeux de qualité qui ont été évoqués aujourd'hui, les enjeux de quantité, parce qu'on a un certain nombre de territoires en France qui sont sous stress hydrique, et c'est un vrai sujet pour les élus que de reconsidérer la manière dont ils peuvent construire leur service public d'eau potable, et le prix, et vous le savez, ça n'est pas à vous, monsieur le maire, monsieur le premier vice-président, que c'est un sujet du juste prix. Quel est le juste prix pour pouvoir disposer d'une eau de qualité? Donc c'est intéressant qu'on ait ces débats, la FP2E, ce qu'elle souhaite, et à travers les très beaux exemples du très puissant syndicat qui est à la pointe sur beaucoup de sujets, c'est aussi de se dire comment on peut porter les pierres à cet édifice qui est aussi en première responsabilité celle des collectivités territoriales. Et c'était aussi bien de rappeler que nous sommes aux côtés des collectivités territoriales, nous les entreprises de l'eau. Anne a rappelé que c'était 28 000 salariés, mais c'est aussi 800 chercheurs qui se consacrent justement à anticiper les réglementations, mais à continuer à faire en sorte que l'eau soit de la qualité la plus importante possible. Donc vous assurez de notre soutien, mais je sais que vous l'avez très bien défendu. Et puis j'ai retenu surtout de vous, monsieur le Premier vice-président, que c'était en CM1, CM2 qu'on arrivait encore à faire en sorte qu'il y ait une influence des enfants sur leurs parents. Donc je retiendrai aussi ce créneau pédagogique pour que les choses bougent à chacun des niveaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Oui, bonsoir. En fait, j'ai vu passer rapidement sur les slides qui n'ont pas eu le temps d'être évoqués, précisément une question en lien avec ce qui vient d'être évoqué sur le consentement au prix. En fait, parce que j'ai vu passer quelques chiffres qui indiquaient... Dès qu'on parle de prix, on me coupe la parole. Donc Merci. Oui, donc j'ai vu passer quelques chiffres indiquant que, encore une fois en déclaratif, les consommateurs seraient prêts, théoriquement, à consentir à payer peut-être un peu plus cher si on leur apporte des solutions justement sur ces chiffres-là. Je pense qu'il est peut-être intéressant de revenir 30 secondes dessus, même si encore une fois c'est du déclaratif comme dans une enquête. Merci. Un petit éclairage justement sur, on va dire, le consentement à payer un petit peu plus pour une qualité de l'eau garantie et renouvelée. Est-ce que vous pouvez nous en dire, Nathalie Lavoine, pour le Centre d'information sur l'eau? Alors en fait, on voit ce qui préoccupe les Français et ce qui a un impact notamment sur cette baisse de confiance dont on a parlé. Ce sont les pollutions et le dérèglement climatique. Et quand on les interroge pour savoir ce qu'ils seraient prêts à faire pour y contribuer, les Français nous disent même, écoutez, nous, on est même prêts à payer un peu plus cher
pour avoir une meilleure qualité au robinet, donc pour éliminer les pesticides. On voit bien, ça rejoint la préoccupation des pollutions, pour maîtriser ces pollutions et plus globalement pour une meilleure qualité. Donc effectivement, ils sont même prêts. On voit que la qualité de l'eau du robinet est une véritable préoccupation pour les consommateurs. Et les Français sont prêts à contribuer éventuellement par une... Bon, un petit mot, parce que bon, effectivement, on fait les enquêtes, poser la question, est-ce que l'eau est trop chère? Oui. Combien coûte-t-elle? Je ne sais pas. Bon, non mais bon. Après, bon, je vois par exemple, on a fait au CEDIF un effort considérable sur le prix de l'eau, la partie eau potable. Parce que la facture d'eau, c'est un cocktail savant. Il y a 3 tiers, mais enfin, il y a un tiers, grosso modo, un petit tiers, qui est l'eau potable, un gros tiers, qui est l'assainissement, et puis diverses taxes. Il y a un petit machin pour Voies navigables de France, et des petits trucs qui se promènent, les agences de bassin, etc. Bon. Et on arrive à un prix... bon. Et nous, on a réussi sur les 25 dernières années à avoir un coût du prix de l'eau potable qui a évolué moins que l'inflation. Bon, c'est pas pour ça qu'on nous a... Bon. Là, effectivement, on va devoir faire un petit saut, on dit 3 euros par foyer, par mois, sur la sortie, puisqu'on a une surconsommation, une consommation supérieure d'électricité dans les usines productrices, mais qui permet d'avoir une consommation d'électricité moindre dans les foyers. Et quand on prend la bonne enveloppe thermodynamique, pas seulement la consommation de l'usine, mais la consommation globale de l'usine et des personnes desservies par les usines, on arrive à une consommation électrique moindre. Voilà. Donc le prix de l'eau, effectivement, bon alors, je vais être un peu provocateur, quand on voit l'évolution du prix de la taxe d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et l'évolution du prix de l'eau potable, bah, nous, on est sur le podium, on est premier, on a la médaille d'or, on est les moins chers. Et on peut comparer aussi à d'autres dépenses des foyers, par exemple la téléphonie, qui est beaucoup plus élevée aujourd'hui que la facture d'eau, bien sûr. Et qui pollue énormément. Et qui pollue énormément, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous le 5 décembre. Jeudi 5 décembre, la Fédération des entreprises de l'eau organise une rencontre-débat sur le thème de la qualité de l'eau, à la fois sous l'angle eau potable et puis préservation des milieux, des rivières, des nappes phréatiques. Cet événement a lieu à la Maison A au Trocadéro et vous trouvez toutes les informations sur vos chaises pour ceux qui sont à côté de nous dans le public. Vous avez une invitation et sinon sur les réseaux sociaux et le site internet de la FP2E. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.